Bonjour, donc je m'appelle Alain Bouillet, je suis actuellement le vice-président du Césin et un de ses fondateurs également, anciennement président. Je suis encore pour quelque temps directeur cybersécurité de la Caisse des dépôts, donc voilà, ça répond peut-être à certaines questions, quand est-ce que tu pars. Donc on va aujourd'hui débattre de stratégie cybersécurité dans un monde multi-cloud. Alors c'est un sujet qu'on a sélectionné pour notre congrès du mois de décembre. Donc pendant 2 jours au mois de décembre, on va débattre de ce sujet-là à notre congrès. Entre parenthèses, les inscriptions sont toujours ouvertes. On voudrait aujourd'hui non pas faire une répétition, mais effectivement voir un petit peu comment les entreprises se positionnent par rapport à cette migration vers le cloud. Et on devrait dire maintenant vers les clouds, parce qu'on ne migre pas vers le cloud, on migre vers les clouds, et du coup, on se retrouve à devoir gérer des sujets multi-cloud. Et ça va être un petit peu l'objet de notre débat. Alors déjà, pour mettre tout le monde à l'aise, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas de projet cloud ? Bon, non, pas toi. Ok, bon, c'est bon, on est bien entre nous là, du coup. Donc, ce sujet, effectivement, du multi-cloud, il est drainé par le SaaS, puisque par définition, quand vous achetez du SaaS, vous achetez du multi-cloud, mais il est aussi, parfois, pour des raisons de résilience, il est aussi pour le IaaS et le PaaS où on fait des choix d'acheter des solutions chez plusieurs fournisseurs. Effectivement, ça résout le problème de la résilience parfois, mais ça complique considérablement les sujets de sécurité. Donc tout ça amène des nouveaux risques qui ne sont pas que des risques techniques. Hein. On a des risques évidemment en termes de responsabilité, en termes de rôle, de compétences, de processus. Et du coup, tous autant que vous êtes, en tout cas si vous êtes en charge de la sécurité des systèmes d'information de vos entreprises, vous avez de nouvelles stratégies à mettre en œuvre. Et c'est un peu de tout ça dont on va parler, alors que ce soit évidemment les exigences contractuelles, les modèles de gouvernance, les architectures de référence, la gestion de l'identité, les ressources et les méthodes de monitoring. Bref, on en a jusqu'à 18h pour débattre de tout ça. Donc du coup, je voudrais vous présenter les participants de cette table ronde. Donc Elisabeth Cana, à ma gauche, donc, qui est Chief Information Security Officer du Crédit Lyonnais, LCL, et administratrice du Césin. Et du coup, Elisabeth nous donnera son point de vue de banquière. Gilles Berthelot, RSSI Group SNCF, administrateur du Césin. Et il nous donnera, lui, le point de vue de l'industriel. Et puis enfin, Fabien Malbranc, qui est fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information adjoint, alors je vais lire, du ministère des Solidarités et de la Santé, du ministère du Travail, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère des Sports. Alors c'est une partie du ministère de l'Éducation nationale, mais effectivement nous intervenons en gouvernance cyber sur un périmètre qui est extrêmement large. On voit ça. Donc effectivement, tu auras certainement des choses à partager. Alors essayez d'utiliser vos micros, j'espère qu'ils marchent, sinon on fait circuler. Hein ? C'est bon ? Voilà, alors ce que je vais vous proposer, c'est que chacun nous décrive un petit peu son environnement système d'information dans lequel il évolue et la situation finalement en matière de cloud, où vous en êtes. Bon, alors on va commencer par Elisabeth. On disait que les banques étaient un peu frileuses pour aller dans le cloud. Ma question, c'est est-ce que c'est toujours le cas ? Et est-ce que vous êtes passé maintenant à la stratégie du cloud first ? Alors, non. Alors, on va voir déjà si le micro fonctionne. Vous m'entendez ? Ouais, c'est pas terrible. Il faut parler très près. Ouais.
Oui, donc voilà, c'est mieux. Merci. Donc nous avons une stratégie de migration vers les technologies cloud, une stratégie massive de migration, technologie cloud interne, si possible, et avec l'utilisation de solutions cloud externes en cas de besoin métier bien identifié et en toute sécurisation, avec accompagnement du métier. Donc le LCL appartient au groupe Crédit Agricole et le groupe Crédit Agricole a mis en place un cadre de référence pour le cloud qui permet à tout projet qui envisage d'aller vers une solution cloud de regarder à l'avance s'il est dans le cas d'un cas d'usage autorisé ou pas. Et si c'est autorisé, il va suivre sa démarche de conduite de projet, il va se signaler au centre de référence cloud du groupe, mais il y aura non-objection puisque ça fera partie des cas autorisés. Et s'il est dans un cas qui, a priori, pose difficulté, ou alors il s'arrête là, ou alors il décide, parce qu'il a un besoin métier vraiment très important, de monter un dossier et avec l'aide de l'informatique et de la sécurité, d'expliquer pourquoi il souhaite aller vers cette solution et quelles mesures techniques sont mises en place pour atténuer les risques. Et à ce moment-là, il y aura une demande de dérogation au niveau groupe. Très bien. Alors, Gilles, la SNCF, le cloud, les trains dans les nuages, on en est où ? Il fallait inviter Air France alors pour les trains de nuages. Non, nous on a effectivement une stratégie cloud qui a été prise maintenant il y a 2 ans. On a contracté avec 2 offreurs du marché qui sont Amazon et Azure. Et on conserve une hybridation avec un cloud privé qu'on a appelé notre Greenfield, qui permet d'héberger les applications les plus sensibles et non éligibles pour des raisons de sécurité ou d'autres au cloud public. Et sur ces data centers qui sont externalisés, mais où on fait du cloud privé, nous avons encore une zone qui est pour le patrimoine, je dirais, historique, qui n'est pas compatible avec les technologies cloud. Donc effectivement, c'est Cloud First maintenant. Et on a monté toute une structure qu'on appelle la Migration Factory, qui est en fait une structure de déménagement d'applications qui vient en support des DSI métiers pour déménager leur patrimoine applicatif vers le cloud. Merci, Fabien. L'État a défini sa stratégie cloud. Je crois savoir qu'elle est en train de la peupler. Donc on a des cercles. Cercle 1 très interne et très sécurisé. Cercle 2 sécurisé un peu moins. Et puis cercle 3 le tout venant, grosso modo. Ma question, c'est voilà, comment cette stratégie commence à s'imprégner dans tes ministères et finalement, vous en êtes où au niveau de cette migration dans le cloud ? Alors du coup, nous, on migre pas dans le cloud, on migre dans l'informatique nuagique. J'y peux rien, c'est la terminologie qui est utilisée par l'ANSSI. Donc effectivement, les cercles dont tu parles, cercle 1, cercle 2, cercle 3, c'est très clairement les cibles de sécurité qui ont été définies. On est soumis au règlement général de sécurité, donc chaque application que l'on étudie commence par une analyse de risque et suit un processus d'homologation. Sur l'ensemble des applications qu'on migre dans le cloud, on reparlera peut-être parce que je pense qu'il y a une dichotomie à faire entre le cloud et la partie bureautique. Sur l'ensemble des applications qu'on migre dans le cloud, on commence par faire une analyse de risque et de cette analyse de risque qui est maintenant rattachée au contexte de la menace, on définit les mesures de sécurité à mettre en place pour mettre en place l'application dans le cloud ou dans un data center legacy.
les cibles de sécurité qui ont été exprimées et les différents cercles vont s'accompagner d'un cloud, de la mise en place d'un cloud souverain qui est mené par la DINSIC. Moi, mes clients aujourd'hui, alors pour vous donner une idée, ça démarre de l'EHPAD de l'Opérette en Bretagne et ça se termine probablement à la PHP, qui est un des plus gros employeurs d'Île-de-France. Ça passe par la CNAM, la CNAV, Pôle emploi et l'ensemble de ces agences-là en passant par l'établissement français du sang, etc., etc. Donc ces acteurs-là, ils ont une certaine légitimité à faire leur choix. Et du coup, on les accompagne essentiellement sur la protection de la donnée. En fait, notre job, c'est quand même d'apporter des services aux citoyens, que ces services-là soient les plus utiles possibles et les plus performants en termes de performance administrative. Très bien. Alors, Elisabeth, tu nous disais tout à l'heure que tu avais un cadre très structuré, ce qui n'est pas étonnant dans un monde bancaire, pour ces nouveaux projets cloud. Mais de ma compréhension, ça concerne surtout, j'imagine, des projets SaaS. Qu'en est-il des sujets IaaS et PaaS? Est-ce que vous avez aussi, vous avez franchi le pas finalement de l'externalisation, parce qu'il faut quand même bien appeler un chat, il s'agit d'externalisation à un moment donné, de vos data centers dans le cloud? Alors non, pas l'externalisation de notre data center dans le cloud. On a un magnifique data center dans un endroit très bucolique au milieu des petits oiseaux. Et il est bien physique, il nous appartient, c'est le data center du groupe Crédit Agricole, il est tier 4, protégé par des maîtres chiens, des barbelés, etc. etc. Donc lui, on a quand même tout un legacy historique de toutes les entités du groupe qui se trouvent sur ce data center. Maintenant, on a effectivement aussi une stratégie en parallèle de cloud hybride avec à la fois des données, on est dans la société du en même temps. Donc on a en même temps des données sur le data center, notre data center, et en même temps on construit un cloud privé avec un opérateur qui a été choisi, des mesures de sécurité qui seront mûrement pesées. Et ça sera la solution cloud hybride pour le groupe Crédit Agricole. C'est en cours de construction pour très, très prochainement aboutir. Donc ça sera la partie effectivement PaaS, et c'est une solution groupe. Par ailleurs, quand je parlais des cas de métiers qui vont vers le cloud, ça sera plutôt des cas de SaaS, de solutions SaaS. Et là, on va se référer effectivement à une matrice des données et en fonction des types de données qui sont envisagées être migrées vers le cloud, on verra si on est sur des types de données interdites, absolument strictement interdites, même aucune dérogation possible, ou alors, a priori, c'est déconseillé, mais on peut expliquer pourquoi on voudrait le faire, et dans ce cas-là, une dérogation peut être possible, ou alors c'est totalement autorisé et on sait qu'on peut le faire en mettant en place les mesures qui vont bien. Donc voilà. Donc ça, après la matrice, on sera sur des données clients ou des données collaborateurs. Il y aura aussi le distinguo entre ce qui est données sensibles au sens CNIL, de données simplement entre guillemets caractère personnel, et en passant par les données confidentielles qui sont ni sensibles ni à caractère personnel, mais malgré tout sont confidentielles parce que par exemple, ça peut être la stratégie de l'entreprise ou des données financières de clients, client entreprise. Voilà. Et donc en fonction de l'endroit où tu tombes dans la grille, le drapeau est vert ou orange ou rouge pour aller dans le cloud, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une magnifique matrice Excel avec plein de taches vertes, orange et rouge. Quand on la regarde sur un écran, on se fait mal aux yeux. Donc on l'imprime même si on est zéro papier, en format A3 si possible. Et effectivement, c'est un peu notre livre de chevet pour les sujets cloud, pour savoir ce qu'on peut conseiller à nos chefs de projet.
Et en fonction de ça, si jamais une dérogation est nécessaire, ça veut dire qu'il va y avoir instruction d'un dossier bien complet pour passer devant ce qu'on appelle le centre de référence cloud, qui est un groupe d'experts sécurité au niveau groupe Crédit Agricole. S'ils estiment qu'il est de leur responsabilité de donner la dérogation, ils le feront. S'ils estiment que c'est une dérogation qui les dépasse, ils saisiront ce qu'on appelle le comité de validation cloud group. Alors là, c'est vraiment les big boss, le directeur de la conformité groupe, le directeur juridique groupe, le CISO groupe, le CDO groupe, etc., etc. J'en oublie. Donc quand on va devant le comité de validation cloud group, c'est qu'on a de très bonnes raisons et un très bon dossier. Voilà, on n'y va pas comme ça tous les 4 matins. Alors du coup, une question en rebond pour toi, Gilles. On voit bien que les sujets de classification sont primordiaux finalement. Arriver, sans faire de mauvais jeu de mots, à bien aiguiller les données en fonction de la sensibilité. Alors même si une erreur d'aiguillage pour les données peut avoir moins de conséquences dramatiques que pour les trains, mais comment finalement vous arrivez à gérer cet aiguillage-là dans le monde de la donnée? Oui, je pense que la problématique, elle est effectivement de savoir ce qu'on met dans le cloud et pourquoi on le met. Je me reconnais bien dans le dispositif qui a été mis au Crédit Agricole. Nous, on a pris le problème d'une manière un petit peu différente, mais qui a la même finalité, qui est on a créé un arbre décisionnel de migration, et chaque application passe au tamis de cet arbre décisionnel, et on a 4 niveaux de confidentialité de C1 à C4, et en fonction des résultats, il y a pas seulement que la confidentialité, il y a également l'obsolescence qu'on traite également à travers cette Migration Factory. Donc le mot d'ordre, c'est vous voulez aller dans le cloud, mais pas d'obsolescence dans le cloud. Du coup, on a même 3 types de migration. On a ce qu'on appelle le lift and shift. Donc je prends et je mets dans le cloud parce que finalement c'est cloud compatible de manière assez native et ça ne mérite pas c'est un déménagement pur et simple. Il y a ce qu'on appelle le refactoring, et du coup là c'est un upgrade qui est nécessaire pour permettre la migration dans le cloud au niveau des socles techniques qui hébergent l'application ou de l'application. Et le 3e niveau, c'est les moins compatibles cloud, où là c'est du replatforming. Donc ça peut s'inscrire dans la durée, hein, c'est pas forcément dans les délais qu'on s'est fixés, parce qu'il y a des fois des reprises de fonds. Replatforming, on redéveloppe une application sur des concepts plus compatibles avec le cloud, et du coup c'est quand même en général des migrations techniques assez lourdes. Donc voilà, lift and shift, refactoring, replatforming. Et pour cet arbre décisionnel, on a également pu déterminer ce qu'on appelle les landing zones, donc les zones d'atterrissage de nos applications, puisqu'on a fait un design du cloud public et privé avec des zones de production, des zones d'application standard, des zones d'application sensibles, du hors-prod, du développement, de l'intégration. Et en fonction du type d'application et de l'arbre décisionnel, eh bien, on a la case dans laquelle on va instancier l'application, donc dans laquelle elle va atterrir, ce qui permet effectivement souvent d'améliorer d'ailleurs la protection de l'application, puisque en interne, elle ne bénéficiait pas toujours de ce cloisonnement. Alors du coup, si on passe au sujet de la sécurité de tout ça, que j'ai l'habitude maintenant de qualifier de sécurité hybride, puisque en fait on va se retrouver avec une sécurité du legacy qu'il va falloir continuer d'entretenir, et on est venu renouveler tous nos contrats pendant ces 3 jours là. On a la sécurité qu'on achète malgré nous, c'est-à-dire celle qui vous est fournie avec les licences je sais pas quoi de je sais pas qui. Donc ça, vous l'achetez, vous l'avez, mais peut-être que vous en servez, peut-être que vous en servez pas, peut-être que c'est pas tout à fait au point pour vous, et du coup vous achetez une 3e série de sécurité qui est la sécurité finalement pour sécuriser le cloud.
et en gros régler les problèmes que vous n'aviez pas quand vous étiez on-premise. Donc cette sécurisation hybride, est-ce que pour toi, Gilles, qui est déjà bien engagé dans l'affaire, est-ce que c'est la bonne image finalement, ces trois sécurités-là? Oui, tout à fait. On avait vraiment eu cette réflexion, c'est que le cloud, on y va aussi pour de la performance et de la scalability ou de l'élasticité. Du coup, il faut revoir un peu les concepts dans lesquels on se déploie. Mais ce que tu décrivais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on va régler des problèmes qu'on n'avait pas avant. Mais on espère que la performance développée permise par le cloud va finalement permettre de compenser les briques qui sont nécessaires de mettre en place pour accompagner le virage cloud. Puisqu'on a hybridé le SI, il faut hybrider la sécurité. Et du coup, on a tout un outillage spécifique de contrôle des configurations déjà. Parce que comme c'est des choses nouvelles, on peut avoir un phénomène d'apprenti sourcier, avec des gens qui pensent avoir j'ai suivi la formation d'un tel ou d'un tel, et donc ça y est, je peux tout faire. Et il me paraît de mettre mal une automatisation de machines virtuelles, et on se retrouve avec une machine mal née ou mal formée. Donc il faut contrôler la conformité à la politique de sécurité des machines qui naissent et qui meurent dans le cloud, puisque cette élasticité fait que c'est pay as you go. Donc quand c'est à démarrer, elle est paramétrée. Quand elle est éteinte, quand on n'a plus besoin, on l'éteint. Donc là, il y a déjà ça. Contrôler la conformité des machines. Et puis après, contrôler, et je pense que là, on a un vrai enjeu, contrôler l'usage des données qu'on a mis dans le cloud. C'est est-ce que avant c'était une application qui accédait à des données ou c'était des répertoires dans lesquels il y avait des données qu'on pouvait classer, etc. Là, avec des outils, tu parlais des suites bureautiques, avec des outils de type Power BI, Power Apps, pour Office 365 par exemple, et l'équivalent chez G Suite, on se retrouve avec avec des machines à Shadow IT entre les mains d'utilisateurs autonomes qui vont accéder à des données. Et je pense que c'est là où on va pouvoir les toper. C'est au moment où ils veulent accéder aux données qu'il faudra appliquer les contrôles d'identité, c'est pas bon le SAS, d'authentification et enfin d'usage. Et ça c'est ce qu'on faisait pas trop non plus dans le temps passé. Hein. L'usage des données est vraiment essentiel et je dirais qu'on a modifié la surface d'exposition. Du coup, on se retrouve avec de nouveaux enjeux pour la protection de ces données. Alors justement, tu me sers sur un plateau la transition sur la protection de la donnée, parce que finalement, si on avait des outils efficaces, transparents, qui soient ergonomiquement acceptable par l'utilisateur, on ne se poserait pas toutes ces questions d'aiguillage, de classification, d'hybridation, etc. Il suffirait d'envoyer tout ça dans un sas de chiffrement, et puis on pourrait finalement confier nos données, y compris aux Chinois. Donc pourquoi c'est compliqué, Fabien ? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous commencez à poser du chiffrement sur votre environnement cloud, vous perdez une partie de votre performance économique, puisque le chiffrement vous consomme du compute. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que quand vous posez du chiffrement dans votre environnement cloud, vous êtes obligé peu ou prou de confier les clés à votre hébergeur, et parfois, vous mettez du chiffrement pour vous protéger de l'hébergeur lui-même. C'est un peu récursif, hein, mais ça pose quelques difficultés. Le dernier sujet, mais ça, on va le voir arriver dans les prochaines années, avec la machine quantique, la problématique de chiffrement va probablement tomber, puisque les premiers essais de ces machines-là montrent que tout ce qui a été chiffré jusqu'à maintenant peut être déchiffré très rapidement. Alors, est-ce que du côté bancaire, on a résolu cette quadrature du chiffrement ? Fabien vient de jeter un froid avec l'ordinateur quantique.
Donc, bon, effectivement, en dehors de la problématique de l'ordinateur quantique, on va dire, oui, en fait, est-ce qu'on a résolu? Je dirais pas qu'on a résolu, mais comme je vous disais, on a pour l'instant plusieurs cas d'applications métiers dans le SaaS, avec des solutions SaaS diverses et variées qui sont liées aux éditeurs. Et à chaque fois, on se pose la question dans l'analyse de risque de quelles sont les données qu'on y met, est-ce qu'on a besoin de les chiffrer, est-ce qu'il faut que la clé de chiffrement, est-ce qu'il suffit que la clé de chiffrement soit détenue par le fournisseur, ou est-ce qu'il faut absolument qu'on détienne les clés de chiffrement. Voilà. Donc ça, c'est du cas par cas en fonction de chaque application métier. Ensuite, dans le cadre du cloud hybride, comme on est en train de monter le sujet, c'est en train d'être étudié, donc on n'a pas encore de solution finale à expliquer. Mais bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est les ordinateurs quantiques, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Parce que déjà, on est juste en train de commencer à solutionner nos problèmes de chiffrement, et on voit que ce n'est qu'une solution qui, de toute manière, est transitoire. Enfin, c'est la sécurité en général. C'est une course. Si je peux apporter une précision, nous, on fait le choix de générer nos clés au travers d'un HSM qu'on a en propre pour ensuite les transférer à notre offreur de cloud ou d'informatique nuagique. Ce qui nous permet quand même de garantir une partie de la réversibilité de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est toujours capable de récupérer nos données et de les déchiffrer si on a un problème avec cet hébergeur. Alors, avant de donner la parole à la salle, je voudrais qu'on passe deux sujets, alors avec des réponses rapides, si vous pouvez, parce que j'aimerais bien qu'on débatte avec la salle. C'est la loi au Césin. Le premier sujet, c'est l'IAM. On avait gagné la bataille de l'IAM après presque des décennies de projets qui ont permis effectivement d'avoir dans des outils magiques l'ensemble des accès, des applications, des utilisateurs, des annuaires enfin un jour, etc., etc. Et puis bing, le SaaS arrive. Et vous vous retrouvez, après quelques années d'achat SaaS, finalement dans le même état que vous étiez avant les projets d'IAM, c'est-à-dire à peu près autant de circuits d'habilitation et de déshabilitation qui ne se font jamais, avec ces multitudes de SaaS, et avec un facteur aggravant, c'est que si vous n'avez rien fait pour protéger l'accès à l'application en mode SaaS vis-à-vis de vos environnements internes, quand l'utilisateur part éventuellement un petit peu précipitamment, avant on pouvait se dire, bon, même si on n'a pas détruit tous ses droits, déjà il a plus son badge et il a plus l'accès distant, donc on est tranquille. Là il rentre chez lui, il a toujours les accès en SaaS. Donc comment vous appréhendez ces problématiques-là, et est-ce qu'il y a à nouveau maintenant une vague de projets IAM, mais dans le cloud? Ça t'inspire pas, ça? Non, question embarrassante en fait. Question embarrassante parce que c'est vrai que l'IAM, c'est un serpent de mer. Alors je pense qu'effectivement, le milieu bancaire était sans doute l'un des plus avancés en la matière. Mais dans les mouvements browniens de l'entreprise, on a toujours un décalage entre la réalité du terrain et la réalité de nos outils de gestion des identités. Du coup, oui, la complexité du cloud va rajouter une couche, même si on s'appuie quand même sur des protocoles de fédération d'identité de type SAML2 et qui permet justement de masquer un petit peu cette complexité vis-à-vis de l'utilisateur. Ça ne couvre pas la totalité des problèmes que tu évoquais, notamment de la conservation de droits au-delà même de son temps en entreprise. Si c'est via du SSO, l'avantage c'est qu'effectivement on n'est pas forcé de lui donner les credentials pour se connecter à la plateforme extérieure. Alors en ce qui nous concerne, donc, même si les sujets SaaS sont des sujets que nous traitons régulièrement, maintenant si on regarde par rapport à tout l'existant bancaire, ça reste très minoritaire. Donc quand on regarde
toute notre gestion des habilitations, elle est... alors certes, elle repose sur des procédures pour la partie SaaS, mais ça reste de second ordre par rapport à la partie bancaire, et c'est pas sur du cœur de métier. Néanmoins, on souhaite s'occuper du sujet, et donc on a prévu d'étudier la façon de traiter les habilitations dans le cloud. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Fabien, tu m'avais parlé de combien ? 35 000 entités. Ça fait combien d'utilisateurs, ça ? Je ne peux pas vous dire. J'ai envie de répondre à la question bien. Comment vous faites bien ? Alors, en fait, effectivement, l'une des pistes qui est étudiée, c'est la partie SSO, pour éviter d'exploser ou d'exposer les credentials qui sont utilisés, donc avec le SAMLv2, le protocole, d'exposer les credentials de la structure chez l'hébergeur de cloud. Maintenant, on a aussi d'autres technologies, c'est-à-dire qu'on peut faire appel à du MFA, et quand on fait appel à du MFA, on peut piloter le retrait des habilitations des utilisateurs directement sur la partie MFA, puisque c'est une authentification double facteur. Donc la personne qui part de la structure, on peut lui retirer ses accès assez facilement en pilotant le MFA. En fait, il n'y a rien de magique sur l'informatique nuagique. On ne va pas gérer ça comme le legacy, et il faut accompagner les DSI et l'ensemble du staff technique à appréhender ces nouveaux métiers. Parce qu'on est vraiment sur une révolution industrielle, en fait. C'est la machine à vapeur versus le train électrique pour la SNCF, mais on est vraiment sur une révolution industrielle. Alors, dernier sujet, avant de vous passer la parole, je voudrais qu'on parle un peu de monitoring et de SOC, parce qu'en fait, un peu comme l'IAM, on pensait avoir résolu nos problèmes de monitoring en montant des jolis SOC, qui soient internes, externes ou semi-externalisés, peu importe. Et puis, voilà, on se retrouve avec des applications, des services en cloud, avec des gens qui vous envoient des logs si vous avez pensé à l'écrire dans le contrat, mais évidemment qui vous envoient que les logs qu'il a envie de vous envoyer. Bon, alors tout ça fait de savants allers-retours entre les fournisseurs, vos SOC, etc. Enfin bref. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre enfin, le maître mot du SOC, c'est de ne pas être aveugle finalement, et de voir ce qui se passe dans son entreprise, de savoir ce qui s'est passé éventuellement en cas de problème. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de la maîtrise par rapport à ces logs qui, j'ai l'impression, s'appauvrissent quand même considérablement? Alors nous, comme on a déjà déployé des machines dans les clouds publics, on se rend compte qu'effectivement, on arrive à récupérer quand même pas mal de traces. Alors après, le niveau de confiance que tu mentionnais peut être un frein en disant finalement, est-ce que le cloud, vu sa nationalité, est-ce qu'il n'est pas patriotique ? Ouais, mais je pense que en revanche, d'un point de vue sécurité, faut bien reconnaître que le côté secure by design dans le cloud est un vrai atout pour le RSSI quand même, si on utilise bien les outils qui sont mis à notre disposition. Alors, le SOC récupère les logs du cloud. Donc après, si on reste sur le dossier SOC, il y a cette visibilité. Est-ce qu'on voit tout ? Certainement pas. Mais est-ce qu'on voyait tout avant ? Certainement pas. Et en revanche, je trouve que la boîte à outils de sécurité, nous on a formé nos administrateurs au cloud et à la sécurité du cloud. Entre les zones de disponibilité, les régions de disponibilité, on a la résilience. Entre les VPN et les VPC au sein des infrastructures, des security groups, on a du cloisonnement. Tout ça est entre guillemets en case à cocher. Encore faut-il effectivement ne pas faire une usine à gaz, mais c'est pour ça qu'on a fait des schémas de design au niveau pour avoir des templates d'hébergement.
et qu'on a ces landing zones sélectives via l'arbre décisionnel où il tombe normalement dans la bonne case. Et du coup, il prend la politique de sécurité qui est liée à la case qui a été déterminée par l'analyse antérieure. Donc, ça, pour le SOC, je ne réponds pas peut-être à ta question, mais je pense qu'il y a, plutôt que de se méfier par principe des infrastructures cloud, je pense qu'on a tout intérêt quand même à s'intéresser, à bien les utiliser, notamment les ingénieurs de sécurité, parce qu'on a à notre disposition un couteau suisse qui est bien plus riche que celui qu'on avait avant. Oui, et puis quand on a affaire à des fournisseurs SaaS, on peut aussi avoir de la coopération entre SOC. C'est-à-dire le fournisseur SaaS ayant un SOC et on met en place du process de collaboration entre SOC. Très bien. Ouais, alors nous on déploie des patterns qui nous permettent d'externaliser, de définir les traces qu'on veut récupérer, de les externaliser, de les signer, parce que parfois on a besoin d'éléments à valeur probante. Donc en fait on fait pas mieux, pas moins bien que ce qu'on faisait avant dans le legacy, mais quand on se pose dans l'informatique nuagique, on est en train de travailler soit sur la reconstruction d'une application, soit en train de mettre en place une nouvelle application. Et du coup, on a la main pour définir le contexte de sécurité de bout en bout. Et on essaye d'automatiser le tout pour que ça puisse être déployable en multi-cloud. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas adhérer aux fournisseurs que l'on utilise à l'instant T. J'ai bien dit on essaye. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? La première est toujours la plus difficile. Oui, monsieur? On entend beaucoup de changements dans l'IT, dans le cloud. C'est une vraie interrogation chez nous. Vous êtes des entreprises, des groupes qui avaient énormément de moyens. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez en fait aux PME de 2500 personnes qui peuvent se dérouler en France? Parce qu'on a quasiment l'impression qu'on essaye de se mettre à jour, on a quelques centaines de serveurs, on a à peu près 60 personnes dans l'IT. On a à peine en fait entamé une démarche et une décision, on y va, on a l'impression qu'il faut déjà passer à autre chose. En fait, faut travailler en mode agile. Je ne suis pas certain que ce soit une question de moyens en fait. Je pense pas que, la performance du cloud, à un moment ou à un autre, de toute façon, votre data center, il va être plein comme un œuf, il faudra l'upgrader, ça va vous coûter une blinde. Donc le fait d'utiliser le cloud et de concevoir des applications pour tourner dans le cloud, ça va vous donner une souplesse et une agilité que vous ne trouverez pas en legacy. Et comme si ma mémoire est exacte, parce que j'ai habité dans l'Oise, pas très loin de vos usines de production, comme vous êtes présent sur plusieurs plaques, ça peut présenter quand même quelques avantages. Mais il y a du design à faire, mais en fait, il faut traiter les sujets au moment où ils apparaissent avec une doctrine de fond qui vous embarque dans la sécurité. Il faut comprendre la sécurité comme un moteur de performance et jamais comme un frein. Et là, du coup, vous allez embarquer vos métiers et vous verrez que vos métiers seront plus intéressés, y compris pour dégager des budgets à partir du moment où ils auront une performance applicative. D'accord, donc pour vous, le data center, privé ou non, c'est pas la peine, plutôt favoriser les applications en cloud. Maintenant, comment en fait les sécuriser quand on entend parler des ordinateurs justement antiques, Le quantique, c'était une boulette tout à l'heure, mais on en reparle dans 2 ou 3 ans. Mais d'ici 2 ou 3 ans, il faudra quand même que votre société elle continue à tourner. Je ne veux pas vous embarquer à faire du cloud ou à rester dans le legacy. C'est pas le sujet en fait. Il faut apporter le service à vos utilisateurs. Donc il faut prendre le plus performant pour apporter le service à vos utilisateurs. Il faut arrêter de penser que vos applications, quand elles sont développées, elles vont durer 20 ans. Il y en a qui vont durer 20 minutes, il y en a qui vont durer 20 jours, et il y en a qui vont durer 200 jours et qui seront fermés derrière. Parce qu'on aura inventé un nouveau besoin, parce qu'on aura un nouveau service SaaS, parce que voilà.
Aujourd'hui, je ne sais pas si je prends l'exemple des outils d'ITSM, donc de ticketing, on commence à avoir des difficultés à les avoir dans le legacy. Il y a 3 ans, on n'aurait pas imaginé les mettre dans le cloud. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Vous avez beaucoup parlé de stratégie multi-cloud, hybride. Est-ce que vous avez aussi un développement de cette communication inter-cloud entre les clouds? Est-ce que c'est un sujet qui préoccupe ces messieurs? Tu veux dire au niveau des applications nous, forcément, à partir du moment où on a des lignes... Alors, on a fait le choix, par exemple, d'avoir des lignes de service qui soient monocloud. Donc, une ligne de service, si elle est éligible à Azure, elle ira sur Azure. Si sa landing zone, c'est Amazon, la ligne de service ira chez Amazon. L'idée est de ne pas complexifier ou de ne pas apporter de complications, en tout cas sur la complexité native de nos systèmes. Mais après... entre les lignes de service, pour notamment les services transverses, dès qu'on va faire du big data qu'on a aujourd'hui posé dans Azure, il va aller chercher forcément des données dans les autres clouds. Et donc, il y a bien une communication intercloud à prévoir. Donc, il y a du trafic latéral, oui. Alors, c'est également notre cas. Dans le cadre du projet de cloud hybride, on prévoit bien que un même traitement peut être amené à aller chercher des données dans un cloud, dans l'autre, qu'il y a un dialogue entre le cloud, enfin les infrastructures data center privées et puis le cloud public avec lequel on a contractualisé. Alors, est-ce qu'il y a une toute dernière question? Oui. Sur la cyber-résilience, du coup, on dit qu'on est quand même plus résilient parce que probablement c'est mieux configuré, il y a des massifications. Maintenant, le cloud provider, ça n'empêche pas de tousser. Le cloud provider mondial tousse, le monde tousse. Et donc globalement, est-ce que les stratégies multi-cloud ne sont pas construire les applications qui ne soient pas justement sur une seule ligne brique technologique, mais vraiment capables de se déplacer de cloud en cloud sans avoir à redévelopper des fois les microservices qui sont consommés de ces clouds spécifiques? Oui, mais enfin là, je vais peut-être répondre. Du coup, je veux dire, vous éliminez d'emblée un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui font en sorte de vous livrer des modules qui font que les applications ne peuvent tourner que sur leur cloud. Hein. Donc du coup, mais même en passe. Il y a beaucoup de cas de figure où il y a un certain nombre de services qui vous sont livrés par le provider parce que vous n'allez pas vous enquiquiner à développer telle ou telle interface que tout le monde utilise, et puis vous utilisez l'interface du provider, et puis quand vous vous rendez compte que quand vous voulez déménager l'application, faut la réécrire parce que l'interface ne fonctionne plus. Donc ça, c'est clair que on n'a pas parlé, évidemment, j'avais 3000 autres questions à poser, mais on n'a pas parlé de réversibilité aussi. Je pense que ces sujets de réversibilité aujourd'hui sont des vrais enjeux de cloud. Ça ne fait plaisir aujourd'hui qu'aux juristes, c'est-à-dire qu'on a en effet dans les contrats, le juriste il est content, il a sa clause de réversibilité, jamais personne ne l'active. Parce que effectivement, les 3/4 du temps, chez les gros providers de solutions SaaS, IaaS ou PaaS, la réversibilité, vous ne l'activez jamais. Donc, je finirai peut-être sur un point. Il y avait une question que je voulais poser. C'était le Cloud First, le fait que certains en reviennent. Et j'ai vu le programme du SIGREF. Vous voyez, je fais de la pub pour les autres clubs, hein, donc je ne suis pas sectaire. Hein. Le SIGREF, donc, il a un truc un groupe de travail qui s'appelle Perspective Post-Cloud et Edge Computing. Donc, ça veut dire que les gens... Donc du SIGREF, ceux qui ont signé les contrats cloud, pas vous n'avez pas signé les contrats cloud. Enfin, sauf pour des solutions de sécurité, mais pour ce qui est de l'informatique externalisée, c'est pas vous qui avez signé les contrats. Donc ceux qui ont signé les contrats cloud aujourd'hui et qui sont en mode cloud first, etc., sont en train de se dire, oups, le renouvellement arrive, c'est plus aussi héroïsable qu'avant. En tout cas, l'aspect coût, c'est plus le sujet. Parce que ça finit par revenir cher. Et donc, du coup, les gens du SIGREF sont en train de réfléchir à ce qui va se passer après le cloud. Donc, vous voyez, on a un autre débat pour les assises de l'année prochaine. Je vous remercie tous. On a dépassé... Non, c'est bon, 2 minutes avant.